Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute de construction de logiciels avec la plateforme .NET. Mon nom est Mario Cardinal et ce soir, parce que même s'il est juste 5 heures d'après-midi, c'est la soirée au Québec, il fait noir. Ce soir, on enregistre une émission un peu spéciale parce que mon co-animateur, ce n'est pas Guy Barrette, c'est Éric Moreau. Salut Mario. Ça va bien? Très bien toi-même. Oui. Éric a gentiment accepté de prendre la place de Guy parce que Guy est notre invité. Oui. Éric, quand Guy pis moi, on se disait, bon, mais qui pourrait être co-animateur si on fait une émission avec toi? Ton nom est sorti rapidement. Parce que c'était finalement la première personne à qui on a pensé, parce que t'as jamais eu la chance vraiment de venir comme co-animateur. C'est vrai. Puis on a eu tout du plaisir quand on a eu des émissions avec toi. C'est vrai. Donc on s'est dit, ben, qui de mieux qu'Éric? C'est vrai. Puis moi je voudrais juste prendre 2 petites secondes pour savoir un peu où est-ce que t'es. Je sais que t'es à ton compte maintenant depuis quoi, 6 mois, 8 mois? Depuis février. Je termine au moment où on enregistre. Demain, c'est ma dernière journée chez Bell Canada et après les fêtes, je vais commencer un nouveau mandat. J'aviserai où est-ce que je suis parce que c'est pas signé encore. OK. Donc, mais pas de difficulté à vivre comme consultant autonome. Aucun problème. Ce qui est bien, de ce temps-ci, c'est des bonnes années. On va en profiter. Puis, faut dire que faut livrer. Hein? Il y a personne qui nous engage juste pour se tourner les pouces. Oui, mais moi, je cherche un mandat pour janvier, là. Ah ah! Oh! L'appel est lancé. Oui. Mais, Si vous cherchez un architecte, là, en .NET, là, je suis disponible à partir de janvier. Habituellement, en tout cas à Montréal, les gens libres ne restent pas libres longtemps. Guy, la formule habituelle, c'est que je devrais commencer par faire ta biographie. Bon, on peut passer, hein. T'as parfaitement raison, Guy. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire ta bio. De toute façon, les gens qui nous écoutent depuis plusieurs années, ils te connaissent. Puis, si les gens ont eu la chance à l'occasion de venir dans quelconque activité communautaire à Montréal, ils t'ont tous rencontré un jour ou l'autre. Ça fait... Absolument. Et vous irez voir son blog. Il a une très belle bio sur son blog. Oui. Celle de 3 pages. J'en ai 2, là. Une fictive et une vraie. Je parlais de l'affective. OK. Tout à fait. Donc, on va entrer directement dans le vif du sujet où on va faire le pont. Puis après ça, on revient pour parler des nouveautés de Visual Studio 2008. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies .NET et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. Monsieur Barrette, Monsieur Cardinal. vous voulez nous parler des nouveautés de Visual Studio 2008. Ben oui. Est-ce que tu penses que Visual Studio 2008, c'est un petit release? Moi, je pense pas. J'ai une idée là, de ce qu'il y a comme nouveauté. Puis, Mais est-ce que tu penses que les gens pensent que c'est un petit release, une nouvelle version sans vraiment d'intérêt? Personnellement, là, si tu veux, je te dise ma vraie idée là-dessus. Moi, je pense que il y a une grosse partie des développeurs, ils ont lancé la serviette, ils se sont dit, on est plus capable de suivre tout ce que Microsoft fait. Donc, ils se disent, ce qui émergera, qui ressortira à travers tout le bruit de toutes les nouveautés qu'ils font, c'est ceux-là que je focuserai. Donc, notre objectif à nous, c'est de justement les focuser sur les bonnes choses. Mais moi, je pense sérieusement que si tu prends là, développeurs normal, là, ils sont probablement un peu perdus dans tout ce que Microsoft annonce. Net 3.5, Net 3.0, Visual Studio 2008, les projets Astoria. C'était effarant, à quelque part. Ah, ça va tellement vite, là, puis il y a tellement de choses qui fonctionnent en parallèle, là, qui sortent en parallèle, là.
le Framework 3.5 vient juste de sortir avec Visual Studio 2008, que déjà, il y a des extensions qui sont en CTP, en bêta, sur Visual Studio, puis sur le Framework 3.5. Ça va tellement vite, là, c'est incroyable. Tu sembles être d'accord avec moi, Guy? Absolument. Éric, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses-tu que... Tu sais, ça dilue le message de qu'est-ce que c'est 2008, parce que quand Microsoft annonce tellement de choses, à un moment donné, tu perds même le focus, de il y a une nouvelle version de Visual Studio. Oui, mais moi, je reviendrais à, il y a très longtemps, j'ai travaillé sur COBOL. Et on reprochait à COBOL d'avoir une version à toutes les 15 ans. Mm-hmm. Là, c'est peut-être l'opposé extrême. Une version à tous les 15 jours. Oui, on a une version ou un nouveau produit ou un nouveau add-on qu'il faut apprendre en quelque part. Il faut au moins savoir en théorie qu'est-ce que c'est pour savoir si ça s'applique à notre champ d'activité ou non. Donc là, on est à l'autre extrémité. Donc, ça serait bon d'avoir entre les deux, au moins aux 3 mois, peut-être pas aux 15 jours. Ben, moi, ça serait mon cadeau de Noël, que Microsoft nous annonce. Finalement, on va vous laisser le temps de les accaparer, ces technologies-là, puis on va lâcher de vous lancer des CTP par la tête. Mario, c'est rendu impossible. C'est impossible pour un être humain maintenant de comprendre puis de maîtriser toutes les technologies. Donc, faut focusser sur notre domaine d'affaires. Faut focusser sur nos intérêts. Si on focus sur seulement quelques technologies, ben on devient expert dans ces technologies-là, puis ça nous aide aussi au niveau de notre travail. Là. Mais vas-y. Et les technologies ne peuvent pas être trop larges. Comme par exemple, si on prend les accès aux données ou SQL, c'est déjà trop large. Il y a tellement de façons d'accéder à nos données aujourd'hui que même dire on va focusser sur SQL, c'est beaucoup trop large. Ouais, mais pour l'architecte, là, faut que tu connaisses au moins toutes ces options-là pour être en mesure de faire des bons choix. Donc, tu peux peut-être pas être l'expert pointu dans chacune, mais il faut avoir une vue d'ensemble. C'est ce que je trouve, moi, qui est difficile, c'est que tu as beaucoup d'options possibles. Puis si tu décides que tu en laisses tomber un pan de mur parce que c'est trop, ben peut-être tu vas passer à côté d'une option qui serait très valable pour un de tes choix d'architecture. Est-ce que connaître en théorie est suffisant pour un architecte? Dans plusieurs cas, je crois que oui. Oui. Puis être expert, ça voudrait dire je connais en pratique sur le bout de mes doigts toutes les options qui s'offrent à moi. Ça, je pense que tout le monde ne pourra pas. Mais il y a pas personne qui va être capable de dire je suis expert dans toutes les technologies que Microsoft a et seulement du côté développeur. Et là, on oublie tout le côté serveur et Exchange et tout ça. Compagnie. Donc, t'as raison qu'il faut, à quelque part, ça se limite à une compréhension, mais tu peux pas être hands-on puis savoir le... Non, c'est impossible. C'est absolument impossible. Ça nous bifurque un peu de notre sujet, Guy, mais ça reste quand même dans la thématique. Oui. Donc, 2008, version majeure, puis t'as quoi... T'as une liste, toi, je vois que tu t'es fait une liste là, En fait, il y a plusieurs points là qui sont intéressants dans Visual Studio 2008. Puis ce qu'on va faire ce soir, on va focuser sur l'aspect tooling, l'aspect des outils là qui sont dans Visual Studio. On touchera pas au langage, nouveauté du langage C# ou VB. On touchera pas aux nouveautés du framework en tant que tel. Exactement, on touchera pas à Link. Ce que je veux faire ce soir, c'est juste focuser sur les nouveaux outils là, qui sont disponibles dans l'outil de développement, là, dans Visual Studio 2008. Là. Puis en focusant sur Visual Studio, parce qu'il y a tout aussi la partie Team Foundation. Oh, oui, partie que moi j'aime beaucoup, mais qui est aussi très vaste. On n'y touche pas là. Donc, on focus sur Visual Studio. Exactement. Donc, on peut, les grands points, là, c'est qu'on peut targeter plusieurs versions du framework. On va y revenir. Donc, on peut créer des applications Office. Okay. On peut créer des applications qui vont focuser sur les 3 piliers principaux du framework 3.0. Donc, Windows Communication Foundation, Windows Presentation Foundation, puis Workflow Foundation. Mm-hmm. CardSpace est rendu où? CardSpace, c'est comme le petit... l'enfant oublié. L'enfant oublié. C'est là, le 4e qui arrive, faut toujours comme une surprise. On en entend moins parler de celui-là. Là. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a des nouveautés au niveau du développement web, des choses pas mal intéressantes, de nouveaux designers, HTML, CSS, JavaScript. Il y a des nouveaux contrôles au niveau de Link là, pour ASP. Des nouveaux outils aussi pour utiliser une nouvelle version de SQL Server qui s'appelle SQL Server Compact Edition. Puis aussi, quelques outils là au niveau de la mobilité des applications mobiles et smart devices. Donc, si on récapitule, il y a le multi-targeting qui est une fonction intéressante, des nouveautés pour Office, des nouveautés reliées aux 3 piliers de la version Net 3.0,
des nouveautés reliées au développement web, Oui. et des nouveautés reliées à des bases de données embarquées ou en tout cas qui seraient pas sur un serveur comme on a avec SQL Server. Mhm. Puis des nouveautés reliées à tout ce qui est mobilité. Exactement. OK, donc là, on va essayer d'expliquer un peu plus en détail. Qu'est-ce qu'on entend par multi-targeting? Ben, lorsque tu installes Visual Studio 2005, tu fais des applications pour quelle version du framework? 2005 2.0. Exactement. Ou 3.0. Ouais, ou 3.0. Ouais, si tu as ajouté des extensions. Si t'as été brave. Et puis, si tu as installé Visual Studio 2003, 1.1. 1.1, OK? Donc, la version du framework est presque liée avec la version de ton outil de développement. Visual Studio 2008, c'est la première version de l'IDE, de l'outil de développement, qui permet de targeter la version 2.0, 3.0 et 3.5 du framework. Donc, la version 1.1 n'est pas incluse ici, là. C'est 2, 3 et 3.5. Donc, tu peux créer un nouveau projet, puis dire, bon, ben, lorsque je crée mon projet, je vais sélectionner la version 2 du framework. Donc, si tu sais, par exemple, que tes clients, tes post-clients vont avoir juste le 2, tu vas imposer ça dans ton projet, puis tu vas avoir juste les options possibles pour être capable de faire du net 2.0. Exactement. Ça, c'est bien le fun parce que l'outil, quand je parle d'outil, là, c'est Visual Studio, va te montrer seulement les références que tu peux ajouter qui sont dans le framework 2.0. Donc, tu vas voir, si tu essaies de rajouter une référence, tu vas voir les DLL du framework 3.5 ou 3 qui vont être grisés. Donc, tu pourras pas les sélectionner. Même chose dans la palette d'outils ou dans les templates de projet. Tu pourras pas sélectionner un template de projet qui fait partie du framework 3 ou 3.5 si tu as créé un projet qui target le framework 2.0. Là, Guy, moi, je veux essayer de comprendre quelque chose. Quand j'ai upgradé de 2003 à 2005, j'avais des solutions, des vieux projets de 2003. Puis, absolument, ce que faisait l'IDE, quand tu partais une solution 2003, c'est qu'il y avait un wizard qui voulait tout te convertir ça, puis qui t'arrangeait tout ça pour que ça fonctionne sur 2005. Qu'est-ce qui va arriver là si j'ai installé 2008, puis que j'ai des projets 2005 que j'ai réouvre avec 2008? OK. Une première chose à noter, c'est que Visual Studio 2008 peut s'installer côte à côte avec 2005. Ah, donc on n'est pas obligé de laisser tomber notre Visual Studio 2005 en installant 2008. C'est ça. Donc, tu n'es pas obligé de désinstaller complètement ton 2005 avant d'installer ton 2008. Les deux fonctionnent côte à côte, puis il n'y a pas de problème. Mais ne vous avisez pas de désinstaller 2008 parce que votre 2005 risque d'avoir des problèmes. Je peux vous le confirmer. J'ai eu des problèmes cette semaine dans mon 2005. Le compilateur C# ne fonctionnait plus après avoir désinstallé 2008. Okay. C'est pas d'autre chose qui est rentré en conflit. Mais pendant que j'avais 2005 et 2008, les deux ensemble fonctionnaient très bien. C'est seulement après la désinstallation de 2008. T'as réinstallé 2008 pour faire marcher ça? Non, c'est le portable à Bell que je me débarrasse, donc j'en ai plus besoin. Mais c'est intéressant, surtout en tout cas les architectes comme moi. Nous, on veut évaluer des nouvelles opportunités pour les nouveaux projets. Oui, tu veux évaluer l'outil, donc t'es pas obligé d'avoir tout ça dans une machine virtuelle. Puis ça donne l'option aussi d'avoir des équipes qui sont des fois partagées sur plusieurs projets. Continuer à avoir un projet où est-ce que tout se fait en 2005 pour différentes considérations, puis demander à des gens de travailler sur un nouveau projet où là, ce sera en 2008. Mais ma question, c'est pourquoi j'aurais 2005 et 2008 sur ma même machine si 2008 peut targeter la version 2.0? Ben, en fait, si tu l'as déjà d'installer, là, ça t'évite le fait de désinstaller ta version 2005, là, tout simplement. Parce que, pour revenir à ta question, Mario, tu disais, qu'est-ce qui arrive si j'ouvre un projet 2005 avec 2008? Il y a un wizard qui va apparaître, qui va te demander si tu veux premièrement faire une copie du projet, puis ensuite si tu veux la convertir le projet ou la solution. Le code sera pas changé. Donc, le formulaire, par exemple, si c'est une application Windows ou la page web, si tu fais des applications web, le code lui-même ne sera pas changé. Donc, le wizard ne touche à aucun de ton code, aucun des projets. Aucun code, aucun des projets. La seule chose qui va changer, c'est dans le fichier de solution, le fameux SLN, il va changer la version de l'IDE. Donc, ils vont incrémenter cette version-là. De sorte que la seule chose qui est vraiment différente, ça va être le fichier de solution. Si tu essaies d'ouvrir ce fichier de solution-là avec 2005 va dire je connais pas ça, puis il va t'afficher un message d'erreur.
Donc, si par exemple, tu as des équipes mixtes, une partie de l'équipe avec 2005, l'autre partie avec 2008, le truc ici, c'est de créer une solution, de copier la solution, là, finalement, le fichier de solution. Pas le projet au complet, là, juste le SLN. Puis de faire un SLN pour 2005, puis un SLN pour 2008. Tout à fait logique. C'est la seule chose qui est vraiment pas compatible. Donc, si on résume ça, mais si tu veux faire des projets qui cibleraient la version 2.0, tu n'as pas besoin de garder ton 2005 sur ton poste. Tu pourrais juste installer ton 2008 puis être capable de cibler ça. Puis si ça donne que tu avais déjà 2005 puis tu veux pas désinstaller tout ça, tu peux installer les deux côte à côte puis il n'y a pas de problème non plus. Exactement. Donc, aucune barrière à la migration. Est-ce que la distribution d'une vieille application qui aurait été migrée aurait quand même les mêmes dépendances? Est-ce que je me trompe en disant que la couche Framework 2.0 qu'on a toujours connue, même si on dit qu'on fait du Framework 3.5, elle reste là? Absolument. Absolument. Puis dans un des cours que j'ai donné sur 2008, à un moment donné, il y a une des personnes qui disaient si je développe là sur 3 ou 3.5, mais j'utilise aucune des fonctionnalités de 3 ou 3.5, est-ce que ça pourrait fonctionner sur une machine qui a seulement 2 d'installer? Et puis on a fait le test. Alors, on a enlevé toutes les dépendances là à Link là, puis à tout ce qui va être dans 3 ou 3.5, et effectivement ça fonctionnait bien. Sans problème, l'exécutable là, fonctionnait bien. Mais ce que j'aime du multitargeting, c'est si tu sais que tu as juste 2.0, tu vas l'imposer au niveau du projet, puis il y a personne qui va pouvoir se mettre à utiliser des fonctionnalités avancées qui feraient que lorsque tu arriverais pour déployer ça, tu aurais des surprises. Oui. Exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est une bonne pratique de déployer souvent, rapidement, comme ça on découvre les surprises vite, pas à la livraison. Autre nouvelle fonctionnalité, tout ce qui touche le développement pour Microsoft Office. Ben oui, VSTO, Visual Studio Tools for Office, avant qu'il était un téléchargement séparé. Donc, quand on installait 2005, il fallait, à un moment donné, il fallait même acheter là VSTO, puis c'était... Au début, c'était cher, là. Puis je trouvais ça un petit peu ridicule, le prix que Microsoft chargeait là pour ça. Je pense que c'était une affaire comme 800$ canadiens, là. Donc c'était assez dispendieux. Là maintenant, c'est intégré, il n'y a pas de download additionnel et c'est gratuit, il n'y a pas de frais additionnels. Donc c'est inclus dans le produit là. D'ailleurs, Guy, ça me rappelle juste que tu as été notre deuxième invité au talk show. Puis tu l'avais fait sur VSTO à l'époque. Oui. Écoute, on remonte en 2004. Oui. Donc, va falloir céduler une émission sur VSTO parce que notre vieille émission, je pense qu'elle n'est plus du tout à date. Là, va falloir trouver un invité qui va vous venir nous parler de Tool for Office. Si on a un de nos auditeurs qui sent d'attaque, là, envoyez-moi un email, on va vous céduler. Donc, c'est dangereux, envoyer un email au talk show. On se retrouve des fois comme invité. Il y en a qui l'ont fait puis qui sont retrouvés derrière le micro. Il y en a qui envoient des idées ou des idées pour des émissions et ils se retrouvent derrière un micro. Oui, tout à fait. Ou même co-animateur. Une des choses intéressantes avec cette version de VSTO là, c'est qu'on peut créer des applications pour Office 2003 et 2007. Donc dans 2007, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont pas mal intéressantes, dont ce qu'on appelle le Fluent Ribbon, la nouvelle barre d'outils de menu là qui est imposante là dans les applications Office 2007. Ben on peut rajouter des contrôles. Il y a un contrôle spécial là, qui permet de placer nos différents contrôles, nos systèmes de menu à l'intérieur du ribbon. C'est quoi le bon mot en français? Moi, je pense que je vais franciser ribbon. M'a dit le ribbon parce que... Oui, mais c'est le fluent ribbon. Donc, essaye de traduire ça en français, toi. Le ruban fluide. Le ruban fluide. Bon, pour l'instant, on va l'appeler le fluent ribbon, le ribbon, puis ensuite, on va trouver la bonne traduction à un moment donné. Donc ça, c'est intéressant parce qu'au niveau visuel, ça permet d'utiliser cette partie-là qui est intéressante. Une autre chose qui est intéressante avec VSTO, c'est qu'on peut utiliser la partie de droite. Je sais pas si tu as remarqué, mais des fois que tu fais une action spécifique, soit dans PowerPoint ou dans Word, puis il y a une zone dans la partie droite qui apparaît. Ça, on appelle ça soit le Action Pane ou le panneau d'action,
ou le task pane, le panneau de tâches. Donc, le concept est intéressant parce que d'un point de vue ergonomique, c'est que il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît, qui est pas par-dessus ta surface de travail. Et là, tu peux sélectionner une action, quelque chose. Une nouvelle fenêtre qui ressemble à un formulaire, par exemple. Tu peux vraiment... Absolument. Puis là, tu fais ton action. Comme par exemple dans PowerPoint, si tu veux créer une animation, ben tu sélectionnes par exemple ton texte, ton image. Puis, dans la partie droite, tu sélectionnes les propriétés. Les propriétés de ton animation. Tu veux que je sais pas moi, le texte arrive en tournant. Donc, ça, c'est dans la partie droite. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte à t'écouter, Guy, que on a parlé de VSTO, Office, mais on a peut-être pas juste expliqué aux auditeurs qui n'auraient jamais même entendu, qui seraient pas conscients du concept, c'est qu'on développe une application qui va rouler à même, par exemple, Excel ou PowerPoint ou Outlook. Puis c'est à ça que ça sert, là. Absolument. Avec VSTO, on crée des applications qui .NET, donc on va écrire en VB ou en C# et qui vont rouler dans Outlook, par exemple. Dans Outlook, dans Excel, dans Word. Puis comme tu dis, on peut à ce moment-là, dans Outlook, être capable de faire apparaître un action pane qui est... Outlook, c'est un petit peu différent. Il y a un contrôle spécifique qui sert pour Outlook qui permet de rajouter un espèce de user control dans les fenêtres d'Outlook. OK. Donc, ça permet à l'usager, qu'est-ce que tu pourrais faire avec ça si, par exemple, tu es dans notre domaine manufacturier, tes usagers, par exemple, souvent, ils doivent aller consulter l'inventaire des widgets que la compagnie produit. Puis ensuite envoyer des données sur cet inventaire-là. Donc, ce que tu pourrais faire quand l'usager écrit son courriel, bon, il y a la partie d'édition là où il peut taper, mais tu pourrais afficher un espèce de user control dans cette fenêtre-là, au bas par exemple, permettant à l'usager de sélectionner le numéro d'inventaire, le numéro de pièce par exemple, puis d'avoir l'inventaire, puis il pourrait copier-coller cette information-là dans son courriel directement. Donc, au lieu d'ouvrir une fenêtre additionnelle, une application additionnelle, l'avantage de VSTO, finalement, c'est de mettre la valeur ajoutée dans les applications Office aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut ajouter sur les fonctionnalités de Office, de développement Office dans 2008? Ouais, en fait, c'est pas nécessairement au développement, c'est plutôt au déploiement. En 2005... Ah oui, c'est toujours été l'enfer, le déploiement de ces applications. L'enfer est un mot qui Je suis gentil, qui est très gentil pour le déploiement d'applications VSTO 2005. C'est pas évident, c'est très compliqué, faut déployer plein de choses, puis... Mais là, faisons fi du passé. Maintenant, la nouveauté, là, c'est que c'est... C'est pas mal plus simple parce que on peut utiliser ClickOnce pour déployer nos applications en VSTO 2008. Donc, on peut utiliser des vraies technologies de déploiement qui sont livrées avec .NET pour vraiment déployer Absolument. des applications. Une petite dernière question avant de changer de sujet. Tu disais tantôt qu'on pouvait targeter Office 2003 et 2007. Oui. Est-ce que la version du framework qu'on va utiliser va faire varier la version d'Office? Oui, si tu targetes la version 2 du framework, tu pourras seulement créer des applications VSTO 2003, effectivement. Si tu utilises la version 3.5, ça va être 2003 et 2007. On vient de parler d'Office. Oui. Maintenant, Office, ça a toujours été une grosse source de revenus pour Microsoft, mais il y a quand même aussi une autre grosse source de revenus, en tout cas potentielle. Puis je me souviens quand Microsoft avait annoncé ces 3 piliers-là, pour nous, c'était comme wow. Je parle des piliers de tout ce qui est Presentation Foundation, Communication Foundation, Workflow Foundation. Donc, c'est la première version, le premier produit qui permet de vraiment, en tout cas officiellement, là, on pouvait downloader et installer, mais qui permet vraiment de pouvoir construire des applications qui ciblent ces 3 technologies-là. Absolument. Tu peux créer des applications WF, WCF et WPF présentement avec 2005. Mais ce que tu dois faire, tu dois télécharger des extensions à Visual Studio, les installer. Donc, c'est des downloads séparés. Les extensions WCF et WPF sont toujours en mode CTP, puis ils changeront pas. Microsoft fera pas de changement à ce niveau-là pour 2005. Donc, c'est des downloads séparés, c'est pas intégré dans l'IDE, dans l'outil de développement. La vraie différence ici, c'est que
les designers sont maintenant intégrés dans 2008. Il n'y a rien d'autre à installer. Puis, si on commence par WCF. Oui. Je vais vous dire, franchement, mais très souvent, si j'avais besoin, par exemple, de me faire un service web, avec 2005, là, je me cassais même pas la tête d'essayer de le faire en WCF parce que justement, fallait faire beaucoup de choses manuelles. J'y allais directement avec, fais-moi donc un bon vieux service ASMX. Oui, parce que Maintenant, c'était plus compliqué. Parce que là, ce que tu devais faire en 2005, tu devais créer ta classe, tu devais générer ton proxy au prompt, mais tu devais hoster ton application, ou ton service plutôt. Là, maintenant, avec 2008, là, est-ce que j'ai maintenant toutes les raisons de dire j'ai plus besoin de faire un ASMX parce que l'outillage est vraiment fait pour que ça soit simple? Aussi simple que c'est de créer un service web avec 2005, c'est maintenant rendu aussi simple de créer un service WCF en 2008. Donc, si je te suis bien, là, Guy, si on est pour créer, si on a à faire de la communication intermachine ou d'une quelconque façon, il n'y a pas de raison de continuer à faire du ASMX. On devrait aller avec WCF parce que c'est vraiment la fondation qui devrait être là au moins pour, en tout cas, je pense que pour au moins 10 ans, 15 ans, 20 ans, Microsoft va supporter tout ce qui touche WCF. En tout cas, je vois pas, j'ai de la misère à imaginer qu'est-ce qu'ils vont pouvoir ajouter d'autre à part des nouveaux providers parce que c'est une bonne fondation de communication pour de la programmation distribuée. En fait, c'est le regroupement de toutes les technologies de communication, là. Puis c'est ce que Microsoft fait évoluer, là. Donc, si vous devez créer des services présentement, faites-le en WCF. Faites-le en WCF. Surtout avec 2008. Pourquoi explique-moi, là, comment ça marche, là? Premièrement, le designer est intégré. Bon, quand tu crées ton nouveau service, tu fais F5, et puis là, il y a un host qui est intégré. Quand tu fais des applications web, ASP.NET, en 2005, quand tu lances ton application, il y a un petit serveur web qui est intégré, Cassini, qui est intégré dans Visual Studio. Ça te permet de développer des applications web sans que tu aies, par exemple, IIS installé sur ton poste. C'est un petit serveur de développement. C'est la même chose pour ce qu'on appelle le service host en WCF. Ça permet de hoster, bon, le terme français. Héberger. D'héberger ton service, le temps de le tester. En plus, tu as un client test qui est lancé pour toi. Donc, par quoi? Par réflexion, connaissant le contrat, les interfaces, le client te présente déjà toute une interface. Absolument. Ah. Donc, il interroge le service. Puis bon, il découvre là, le contrat, exactement. Puis là, tu te dis, bon, c'est une méthode qui s'appelle get employé, qui prend un entier en paramètre, ben tu vas pouvoir entrer un entier, cliquer sur un bouton invoke, puis avoir le résultat affiché. Donc, c'est parfait pour pouvoir tester parce que si tu es en 2005, ben tu dois créer ton host, tu dois créer ton petit client test à chaque fois. Donc, bon, c'est pas nécessairement très long, mais là, c'est l'outil Visual Studio 2008 te permet ou te l'offre là, tel quel. Là. C'est à peu près comme on faisait pour tester les web services auparavant. Oh oui, absolument. Absolument. Quand on parle de WCF, il y a une grosse partie de la complexité qui est déplacée dans les fichiers de configuration. Mm-hmm. Parce que justement, parce que tu veux donner de la flexibilité, tu peux par fichier de configuration littéralement dire hey, offre-moi plus que par exemple supporte deux façons de pouvoir communiquer avec mon service. On appelle ça des endpoints. Donc tu peux créer un endpoint par configuration. Tu peux le créer en code là. Si on va à l'extrême là, oui, tu pourrais le créer en code, mais pour te donner le maximum de flexibilité, tu vas créer ton endpoint dans le fichier de configuration. Donc c'est le fichier XML. Donc c'est point de point d'ancrage. Moi, c'est point d'ancrage pour appeler le service. On les définit dans le fichier de configuration. Puis est-ce qu'il faut aller éditer manuellement les fichiers de config? Absolument pas, parce que tu as un éditeur qui te permet d'éditer tout le c'est quoi? C'est le même éditeur? C'est un éditeur pour ton fichier config? Exactement. Donc, tu right-click sur ton fichier app.config, par exemple. Puis là, tu peux éditer directement, ajouter des endpoints, jouer au niveau de la sécurité. Donc, c'est un éditeur intelligent. Là. Il présente vraiment les écrans comme... Et puis, tout ce qu'il fait, c'est qu'il sauvegarde le XML bien formaté. Là.
OK, c'est bon, ça. Ouais, non, ça c'est vraiment bon. Donc, tout ce qui est au niveau du tooling, là, au niveau de WCF, là, c'est vraiment, vraiment amélioré, puis ça vaut vraiment la peine de passer à 2008. Si vous faites du WCF en 2005, là, ça vaut vraiment la peine de passer à 2008. WCF veut remplacer les web services et le remoting qu'on faisait auparavant. Ouais. La même technologie remplace les deux anciennes technologies. Le code qu'on fasse en WCF, qu'on fasse l'équivalent d'un web service ou du remoting n'est pas modifié. Exact. Tout ce qui change, c'est les endpoints. Exactement. Donc, j'écris mon code une fois, puis ensuite, par configuration, je vais choisir d'exposer mon service soit par TCP, donc de format binaire, soit par service web. Et en 3.5, il y a des nouveaux protocoles qui sont maintenant offerts. Donc, il y a des protocoles HTTP. On parle de JSON, RSS, donc les feeds RSS, puis aussi REST. REST étant juste le bon vieux web tel qu'on le connaît, c'est-à-dire que tu tapes une adresse avec une adresse HTTP avec un GET ou un POST, là. Ouais, mais il reste aussi avec un URL sans paramètres, là. Ouais, ou tu peux le faire aussi comme ça, tout à fait. Oh, ben c'est ça le but. Ouais. Mais ce que ça veut juste dire, c'est que t'as pas besoin de supporter toutes les fameuses enveloppes SOAP. Donc, c'est du SOAP léger. C'est-à-dire que t'enlèves toute la complexité et tu y vas avec une approche beaucoup plus Ouais, parce simple. que dans la première version de WCF, bon, Microsoft supportait tout ce qui est XML, donc les objets XML. Puis dans cette nouvelle version-là, il y a des nouveaux protocoles qui sont plus simples, les protocoles HTTP là, qui ont été rajoutés, là. Puis le RSS, c'est intéressant parce que ça veut dire que tu peux littéralement avoir un service, une certaine logique d'affaires qui t'héberge dans un host WCF. Tu peux lui dire quand tu vas avoir des nouvelles pages RSS de publier, prends ce nouveau contenu-là, puis à ce moment-là, traite-le. Donc, ça devient... Ben, tu peux aller chercher l'information, par exemple, dans une base de données, là. Aussi, si tu publies en RSS le contenu de ta base de données. Absolument. OK. Ça fait le tour de communication, hein? Je pense que oui. L'autre qui, moi, quand Microsoft a annoncé ça, j'étais très excité, c'est Workflow Foundation. Mhm. Puis, Workflow, là, entre nous trois, là, on s'entend-tu que ça n'a pas une pénétration si grande que ça dans l'industrie? Tout le monde voit le potentiel, mais le monde continue encore à coder leur logique d'affaires. C'est un petit peu comme ça aussi pour WCF, hein. Partout quand j'ai donné le cours, là, j'ai donné une formation pour Microsoft Canada, je donnais à Vancouver, Toronto puis Montréal. Et j'étais supposé de montrer là des concepts avancés qui sont disponibles dans le framework 3.5 là, pour ces technologies-là. Puis on s'est aperçu que sur 30 étudiants, il y en avait peut-être une ou deux ou trois qui avaient commencé à faire à toucher à ces applications-là. Là. Donc le taux de pénétration est quand même bas. Puis une des raisons que je me dis, c'est à cause que c'était plus compliqué. C'était pas intégré dans 2005, dans Visual Studio 2005. Là, en étant intégré, j'imagine, les gens sont curieux, hein. Ils vont vouloir, bon, ben, c'est quoi ce projet-là, le WF, ce workflow-là? J'ai rien à installer de spécial, tout est bâti. Je vais peut-être passer une demi-heure à jouer un petit peu avec ça puis à comprendre. Si tu me permets, Guy, je pense aussi qu'il y a un autre facteur qui influence beaucoup pourquoi des technologies comme WCF n'ont peut-être pas un taux de pénétration effarant. Puis je pense que c'est pas du tout à la technologie. C'est dû au fait que le bon vieux modèle client-serveur est omniprésent dans l'industrie. C'est-à-dire que des vraies applications distribuées, les gens dans l'industrie font pas ça. Les gens font encore beaucoup des applications client-serveur. Un client low qui se branche avec le protocole 1443 directement sur une base de données SQL serveur. On est encore beaucoup dans ce modèle-là, puis vraiment de dire je vais commencer à distribuer mes traitements, à arriver avec une architecture orientée service où est-ce que puis je pense que la première barrière, c'est que les architectes eux-mêmes sont pas familiers avec ces approches-là.
puis les gens vont avec ce qu'ils connaissent. Mais là, c'est un autre débat. Là. Tout à fait. Mais tout ça pour expliquer que WCF, même si c'est une technologie fabuleuse, c'est peut-être une question plus d'architecture qui est limitative que vraiment la technologie elle-même. Il y avait une question de déploiement aussi. Il fallait déployer le framework 3.0. Oui. Donc, se battre encore une fois avec les administrateurs réseau pour déployer à grande échelle le nouveau framework. Tu as un très bon point là. Pour vivre dans les grosses organisations, je sais de quoi tu parles. Donc, revenons à Workflow. Workflow, donc, pas de download séparé, le designer est intégré. Les activités que vous faites un drag and drop dans votre workflow sont disponibles. Il y a pas beaucoup de différence, je te dirais, entre ce qu'on pouvait télécharger puis installer dans 2005 puis ce qu'on trouve dans 2008. Moi, une des choses que je trouve intéressant, c'est le fait que on peut aisément héberger un workflow dans un service de communication WCF. Parce que qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est vraiment la capacité aisément de se faire des services d'affaires qui publient une interface. Okay. Ouais. Ça, c'est facile à faire. Oui, ça, c'est nouveau dans 3.5. En fait, si tu utilises 2005, tu peux le faire, là. Donc, tu peux créer un workflow que ton service va appeler. Sauf que tu dois faire du code de la plomberie là pour faire parler ces deux technologies-là ensemble. Là. Parce qu'on s'entend, toute la partie WCF, ça va être dans un processus. Donc, puis l'autre, le workflow est dans son propre process. Puis tu dois avoir de la communication inter-process pour faire transférer les données. Oui, absolument. Puis là, avec le nouvel outil 2008, en fait, ça fait partie du framework 3.5. Puis en 2008, il y a un template de projet qui s'appelle les Workflow Services. Donc, ça te permet de créer, un peu comme son nom l'indique, ça marie ces deux technologies-là. Donc, ces deux frères qui s'étaient séparés à leur naissance sont maintenant... ils sont retrouvés, quoi. Donc, tu peux créer un workflow que tu vas exposer en tant que service, puis tu n'auras pas à créer énormément de code. En fait, tu n'auras pas à créer le code pour faire communiquer ces deux technologies-là ensemble. Là. Donc, pour ça, c'est intéressant. Ça te permet si ton but, c'est d'exposer un workflow comme étant un service, ben, ça te permet là, de coder hyper rapidement. Là. Puis le workflow, c'est une technologie fabuleuse pour justement encapsuler des traitements d'affaires. Mm-hmm. Donc, tu peux offrir tes traitements d'affaires comme service puis favoriser la réutilisation de services dans ton organisation plutôt que d'avoir des belles applications en silo qui se parlent pas. Absolument. Et puis, parmi les nouveautés aussi, avec Workflow 3.0, on pouvait faire appel à des services web. Maintenant, on peut faire appel aussi à des services WCF aussi. Ce qui est tout à fait logique. Oui, absolument. OK, donc ça fait le tour de Workflow. Ouais. On a parlé de WCF. Presentation Foundation. WPF, encore là, le designer est intégré, donc tu n'as pas à faire un download séparé. Le designer... Donc, un designer, là, comme quand je fais des forms, Windows Forms, là, j'ai l'équivalent pour faire du WPF. Ben, non. Ben, je pose la question, là. Tu as un designer qui te permet de visualiser ce que tu fais en XAML. Mais on a-tu des beaux contrôles, par exemple, pour être capable de faire un beau form avec des bases de, tu sais, des champs? Absolument pas. Non, OK. Non, faut que tu fasses ça en XAML, là. Ou il y a des third parties qui commencent à en avoir, mais ça commence à sortir tranquillement. Donc, on te fournit un designer, mais il faut faire que tu achètes des librairies de tiers parties si tu voudrais faire des formulaires de base de données en XAML. Ben, en fait, ce que Microsoft préconise, c'est que la partie design soit faite par un designer qui utilise Expression Blend. Mm-hmm. OK? Expression Blend t'offre des possibilités qui sont plus grandes que le designer WPF que tu retrouves dans Visual Studio 2008. Ce qui est intéressant dans 2008, c'est que en tant que développeur, je peux visualiser ce que ça donne. Mais là, si je comprends bien, la cible que Microsoft vise avec WPF, c'est pas de nous donner une nouvelle technologie de présentation pour faire ce qu'on faisait très bien avec les Windows Forms. Parce que ça serait juste remplacer 4,30 sous pour une pièce. Oui, non. Ça, c'est l'expression québécoise pour nos auditeurs européens. Mais 4,30 sous pour une pièce, ça veut dire remplacer, je sais pas moi... c'est 25 centimes pour 1 euro.
mais tout ça pour dire que le but visé, c'est vraiment pour un autre type d'application, des applications beaucoup plus riches, beaucoup plus très 3 dimensions qui bougent, puis là, c'est là où est-ce que vraiment cette technologie-là se différencie. C'est pour ça qu'on ne fournit pas forcément des contrôles pour être capable de draguer, dropper Éventuellement, ça va textbox. venir. Éventuellement, ça va venir. là. On va avoir des contrôles là, qui vont pouvoir être un peu l'équivalent de ce qu'on a en WinForm, là, mais présentement, là, faut les faire en XAML, là, finalement. Là. Donc, si tu récapitules, le modèle prévu avec WPF, c'est un designer, mais La personne qui va créer l'interface devrait être normalement un designer. Là, quand je parle du designer, là, c'est pas l'outil, là, c'est un designer en tant que personne. quelqu'un qui a un talent artistique plus élevé qu'un développeur actuellement. Qui- Plus élevé que moi. Moi, un talent artistique Les très formes faible. grises, c'est pas beau? Donc, cette personne-là va créer l'interface, va pouvoir sauvegarder le fichier, va pouvoir ouvrir le fichier de solution là, dans Expression Blend. Là. Va créer la forme, qui est la forme WPF. Puis moi, en tant que développeur, je vais pouvoir l'ouvrir dans Visual Studio. Je vais pouvoir au moins voir qu'est-ce que ça donne. Puis je peux double-cliquer sur les contrôles puis rajouter mon code behind là, en arrière. OK. Puis mon gestionnaire de code source au travers de tout ça? Blend ne supporte pas TFS encore, de gestionnaire de code source. Dans la prochaine version, je pense que ça va être... Mais Visual Studio 2008 supporte la gestion de code source. Ça, c'est Oh ça. oui. Mais si tu sur Expression Blend, puis pour le designer, tu lui installes, si on utilise TFS, tu installes le client là, de TFS. Là, Tout peut se faire manuellement. C'est Ouais. juste pas intégré à l'intérieur de l'outil Exactement. lui-même. Exactement. Fait que ça couvre nos trois piliers WPF, WCF et WF. Guy, du développement web, il s'en fait encore beaucoup, même si on nous annonce pas la mort du web tel qu'on connaît, mais La on parle de mort du web web. 2.0, puis on parle d'applications RAI, là, les fameux Silverlight, du développement web, là, des bonnes vieilles pages HTML, ça existe encore, à un tel point qu'on va pouvoir en faire dans Visual Studio. Ben, en fait, on peut en faire dans 2005, là, sauf que il y a des petites choses qui étaient moins agréables ou qui étaient pas nécessairement plus difficiles à faire, là, mais qui accrochaient. En particulier des designs HTML qui étaient pas fameux, était assez lent à faire le rendering là, des pages. Donc ce que Microsoft a fait, c'est que a scrappé ce designer HTML là, le remplacé par un tout nouveau designer HTML qui est beaucoup plus rapide, qui offre maintenant une vue séparée, une split view, comment qu'on peut traduire ça, une vue t'as ton markup, tu vois ton HTML et t'as une deuxième partie où tu vois ton résultat, ton rendering. On nous fournit vraiment la partie, un peu ce qu'on trouve mais dans n'importe quel bon éditeur de site web, on a ça maintenant directement dans Visual Studio. Exactement. Puis l'édition de CSS aussi. Ouais, mais pour revenir au design HTML, c'est le même design qu'on va retrouver dans Expression Web, dans le produit Expression Web et aussi le produit SharePoint Designer. Donc, ce que Microsoft a fait, c'est qu'il a créé un nouveau designer HTML puis l'a réutilisé dans ces trois produits-là. Donc, c'est quand même, on parle de quelque chose qui doit être d'assez bonne qualité. Là. Absolument. C'est pas comme, parce que on s'entend tous que Visual Studio n'est pas la plateforme de prédilection pour faire du développement web HTML de base, là. Mettons que les designers qui font ça, c'est pas leur outil habituel. Non. Ça serait plus justement Expression Web qui prendrait. Mais là, c'est bien. Ça veut dire Oui, qu'on n'est pas un parent pauvre. On a vraiment la même qualité de contrôle. Ouais, exactement. Même chose aussi avec les CSS. Donc, maintenant, on a des nouveaux outils, des nouvelles fenêtres de gestion de CSS. Encore là, qui sont partagés par ces trois produits-là. Visual Studio, Expression Web et SharePoint Designer. Et puis moi, en tant que développeur, j'ai pas tellement de talent au niveau design. Donc, les fenêtres CSS me permettent de visualiser les différents styles, puis de faire sélectionner par exemple mon texte, puis de cliquer dans la fenêtre de CSS pour appliquer un style, tout simplement. Donc, pour moi, c'est merveilleux. Ça devient un gros traitement de texte, finalement. On applique un format à un paragraphe. Ah oui, on peut faire. Ouais. Ouais, ah oui, c'est aussi simple que ça, là. C'est vraiment aussi simple que ça. Mais on s'entend-tu que Visual Studio, c'est pour les développeurs, en tout cas les gens qui font du code,
Donc, je pense que la plus belle, en tout cas, à mon point de vue à moi, là, quand tout à l'heure, tu as parlé qu'il y avait des ajouts pour le web, la première chose qui m'est venue en tête, c'est JavaScript. Qui aime coder du JavaScript dans Visual Studio 2005? Surtout débugger du JavaScript, l'enfer. C'est tellement plaisant, comme on dit chez nous. Non, on s'arrache les cheveux avec 2005 parce que bon, il y a pas d'intelligence, il y a pas de presque c'est possible de déboguer là, mais c'est un petit peu plus complexe. En 2008, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on a de l'intelligence avec notre JavaScript, donc avec le langage en tant que tel. On peut rajouter aussi du metadata sur nos fonctions JavaScript, qui va nous aider dans l'intelligence. Donc, si, par exemple, je crée un fichier JS qui est un regroupement de toutes mes fonctions JavaScript pour mon application, ce que je peux faire, je peux rajouter du metadata à l'intérieur de chacune de ces fonctions-là qui va décrire la fonction, les paramètres, puis les valeurs de retour. OK, donc si je te suis bien, on sait tous que Microsoft ont créé beaucoup de librairies JavaScript justement pour supporter Atlas. Oui. Le ASP.NET, plutôt le Ajax. Oui. C'est ce qu'ils ont fait pour eux-mêmes. Maintenant, ils l'offrent aux développeurs pour que on puisse nous-mêmes se faire des librairies JavaScript qui vont être IntelliSense ready. Oui. En fait, c'est ça. Tu peux rajouter ton metadata sous forme de commentaire à l'intérieur de tes fonctions. Puis lorsque tu vas taper ton code, ton intelligence va t'afficher ton metadata, donc l'information sur tes fonctions, les valeurs de retour, par exemple, les paramètres. Les data types aussi, parce que JavaScript n'étant pas typé, l'intelligence nous donnait le nom du paramètre, mais ne nous donnait aucune information sur son type. Maintenant, avec notre propre intelligence, on va pouvoir, avec le metadata, on va pouvoir tout faire ça. Oui, puis d'un sens, ça nous force à documenter un petit peu notre code JavaScript, parce que ce qui est pas une mauvaise chose. Ce qui est pas une mauvaise chose, parce que en plus, en documentant, le bénéfice qu'on a, c'est ça nous donne l'intelligence. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. En parlant d'intelligence aussi, tu parlais de la librairie là, Ajax. Quand on fait des applications Ajax, on se retrouve à télécharger sur le poste du client une librairie de code qui est à peu près presque 400 K, 400 kilobytes. C'est une mine d'or de fonctions de JavaScript qui est disponible pour vous. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre une référence à cette librairie de code-là dans notre fichier JS ou dans nos pages ASPX, et puis avoir l'intelligence sur toutes les fonctions qui s'y retrouvent. Donc, ça te donne une grosse librairie pour faire des choses avancées en JavaScript sans que tu ailles à écrire une ligne de code. Exactement. Donc, si vous faites du Ajax en .NET, tant qu'à le faire, utiliser les fonctions qu'il y a à l'intérieur. Donc, si on a l'intelligence, ça va aller encore mieux. Puis c'est pas forcément parce que tu veux faire du Ajax, tu veux juste être capable de te promener dans ta structure de ton document. T'as des librairies là, qui vont simplifier ça. Un exemple, si tu veux aller chercher la valeur d'un des contrôles que dans ta page en JavaScript, tu dois faire document, point, c'est pas évident. Là, il y a une fonction qu'il y a dans les librairies Ajax qui est dollar, le signe de dollar, et get. Puis tu passes en paramètre le nom l'ID du contrôle. Puis tu peux avoir ça. Te chercher. Exactement. Donc c'est pas mal plus simple. Donc si tu utilises du Ajax, c'est fortement recommandé de leverager tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette librairie-là. Puis un coup que tu as écrit ton code, tu vas être capable de débugger avec une expérience utilisateur qui va ressembler à ce qu'on connaît en .NET. Ah oui, parce que c'est possible en 2005, mais sauf que c'est un petit peu plus complexe. Faut que tu t'attaches au process. C'est un petit peu plus compliqué. En 2008, tu mets ton breakpoint, tu fais F5 et tu vas tomber dans ta page, dans ton code JavaScript. Tout ce qu'il faut faire, c'est enabler ou activer, le débogage JavaScript à l'intérieur de Internet Explorer. C'est tout. Ah, c'est sûr, parce que si tu ne l'as pas activé, ça marche pas. Ouais, parce qu'il est désactivé par défaut. Est-ce qu'on peut étirer la sauce jusqu'au edit and continue du côté JavaScript? Oh, j'ai pas essayé. Ça m'étonnerait.
m'étonnerait, je pense. Ça serait un bon test à faire. Ouais, Ouais. mais j'ai pas essayé. Mais on s'entend tous que juste être capable de mettre un breakpoint puis se rendre là dans notre code JavaScript, là, c'est déjà une grosse souffrance d'enlever pour beaucoup de développeurs. Ouais, Et se promener du JavaScript au C# ou au VB et revenir en JavaScript dans une autre fonction, c'est merveilleux. Ah ouais. Donc, pour ceux qui font du développement web, là, les ajouts qu'il y a dans 2008, Ça là, vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Là, vraiment la peine. Surtout si vous faites du Ajax, là, le debug. Donc, si vous faites du Ajax, vous écrivez quand même un petit peu de ligne de code JavaScript. Donc, ça vaut vraiment la peine là, de passer à 2008. On s'entend-tu que c'est impossible de faire du vrai développement web sans finir par écrire quelques lignes de code JavaScript? C'est un mythe, ceux qui vont dire plus besoin. Je dis vraiment un mythe, là. La réalité est tout autre. Oh, ouais, absolument. Tu comprends pas ce que tu fais, là. Tu restes pris plus souvent qu'autrement dans le bon vieux monde du web tel qu'on le connaît aujourd'hui, même si on beau l'appeler Web 2.0. Ça reste encore que c'est une plateforme qui avait pas été bâtie à l'origine pour faire des applications. C'était fait pour transporter des pages. Puis pages on essaie de faire des applications avec ça, puis on pousse à la limite l'architecture. Ouais. Guy, une autre partie où il y a une amélioration pour le développement web, c'est le lien de la technologie Link avec justement ASP. Oui, il y a des nouveaux contrôles qui sont maintenant disponibles qui permettent de pointer là, sur des sources de données Link. Donc, on a un contrôle qui est le Link Data Source. Donc, si on a dans notre code, on a créé nos Link to SQL classes là, avec le designer, on a créé une source de données Link. Mais on peut, il y a un contrôle qui permet de se brancher sur cette source de données là. Et il y a un nouveau contrôle, une nouvelle grille qui s'appelle le List View. Il y a une grille qui existe en 2005 qui s'appelle le Grid View. Mm-hmm. Cette grille-là existe telle qu'elle, n'a pas été modifiée du tout. Ce que Microsoft a fait, au lieu de créer, au lieu d'améliorer le contrôle existant, puis bon, peut-être de briser certaines applications, ce qu'ils ont décidé, c'est de créer quelque chose de totalement nouveau, le List View. L'avantage du List View par rapport au Grid View, c'est qu'on peut utiliser des templates, nos propres templates. Donc, si on veut pas Quand tu dis que le template, contrôle- c'est les CSS, là? Les cascades Starshade ou? Ouais, ça peut être ça, mais Plus un format riche d'une row dans ta Ah, grid. ok. en fait, Tu ok. pourrais dire, cette colonne-là, je veux que ce soit un drop-down list, par exemple. non. C'est comme un data repeater, Ah, ok, je comprends. mais dans une grid avec tout le paging et le sorting, et etc. Mon Dieu, c'est exactement ça. Il faut bien En avoir fait, quelqu'un du monde Windows pour expliquer comme il faut les contrôles avancés Ouais. ASP.NET, hein? Écoute, le Grid View, un des désavantages, c'est que le output qu'il génère, c'est des tableaux HTML. Ouais. OK? Et dans le domaine web, il y a une tendance à ne plus... Les tables, on n'aime pas ça. Oui, les utiliser de moins en moins. Donc, si tu utilises le Grid View, t'es fait, là. T'as pas le choix d'utiliser des tableaux HTML. Le List View permet oui, à la base, il génère des tableaux, mais ce que tu peux lui faire, c'est d'utiliser des templates. Et dans ces templates-là que tu vas créer toi-même, tu vas lui dire, bon, génère ce code-là de telle façon. Donc, tu peux générer ton code sans tableau HTML, là. Donc, Ok. c'est intéressant, là. Donc, Puis, il y a aussi un data pager qui permet bon, comme son nom l'indique, là, de faire du paging sur une grille, là, comme sur le List View. Puis lui, il prend à ce moment-là n'importe quel provider classique ADO. Je l'ai essayé seulement avec le Link Data Source. Je veux dire honnêtement, j'ai pas essayé avec d'autres providers, là. Ça serait à tester, là. On va regarder ça. Ouais. OK. Là, on vient de parler du web. Ouais. Moi, là, le prochain sujet, là, quand tu nous as dit ça au début, là, j'ai pris ma petite liste. Tout ce qui touche la capacité de pouvoir embarquer à même notre application, notre propre base de données, tout en restant compatible avec le langage, avec la technologie SQL. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on retrouve maintenant dans OK. 2008. Si on regarde un peu comment on développait des applications il y a quelques années, quand tu développais une application VB3, VB4, VB5, Ouais. on utilisait un moteur d'accès aux données
pour se Un bon brancher. vieux jet avec DAO. Le Jet Engine, le Joint Engine Technology Jet. Puis des bonnes vieilles bases de données Access. Ouais. Puis on utilisait Access pour aller faire notre schéma de données. Puis OK. après ça, on revenait dans notre application pour... C'est ça. Jet, contrairement à SQL Server, c'est pas un engin de base de données qui s'installe comme un service. Non. Donc, c'est une série DLL que tu vas livrer avec ton application. Puis ta base de données est juste dans un fichier. C'est un fichier MDB. Ouais, exactement. Et cette fameuse base de données-là, ou cet engin de base de données-là, ce fameux jet-là, va rouler in process dans ton application. Donc, dans le cadre de ton application. C'est pas un service à part. Si on voulait faire ça en .NET, ben, on n'avait pas nécessairement les outils. Il fallait peut-être aller vers des tiers parties, des third parties. Fallait revenir avec du bon vieux Access, MDB, puis utiliser le ADO vers Access que Microsoft recommandait pas, mais exactement. Ça finissait qu'il fallait faire ça. T'sais. Ouais. Donc là maintenant, Microsoft a sorti une nouvelle version d'SQL qui s'appelle le SQL Server Compact Edition, qui est pas une nouvelle version en tant que telle parce que ça provient du monde de la mobilité, des applications mobiles. Ce produit-là existe depuis plusieurs années dans le monde mobile. Plusieurs années, donc c'est pas la V1, sauf que il existait seulement sur les plateformes mobiles. À l'intérieur, chez Microsoft, il y a des équipes de produits qui se sont dit, hey, il y a un petit engin de base de données SQL qui a un footprint, une taille d'à peu près 1 mégabyte. J'aimerais bien ça ou utiliser ça dans mon produit ou dans nos applications. Fait que ce que Microsoft a fait, c'est que a sorti le SQL Server Compact Edition du cadre des applications mobiles pour l'amener sur Windows. De sorte que là maintenant, on peut utiliser ce moteur-là de base de données dans nos applications. Bon, le but, c'est surtout de les utiliser dans les applications de type Windows pour avoir un peu l'équivalent de ce qu'on avait avec Jet. Puis, non négligeable, on n'est pas obligé d'utiliser une autre façon de programmer. L'API est identique à ce qu'on fait quand on accède à une base de données SQL Server. Oh, oui. T'as pas, évidemment, en 1 mégabyte, là, t'as pas toutes les fonctionnalités. Donc, t'as pas de procédure stockée. Pas de trigger. Ouais, t'as pas de view, t'as pas les nouveaux types XML, là. C'est quelque chose d'un peu plus simple. Puis, normalement, si t'as besoin dans une application, puis là, Eric, corrige-moi si je me trompe, là, mais si tu as besoin de stocker des données dans le cadre local, dans le cadre d'une application Windows, normalement, ces données-là sont pas nécessairement complexes. Ce que tu vas faire, c'est peut-être vouloir stocker les données plus complexes vers un serveur standard SQL. Là. On s'entend-tu? Si ton besoin, c'est de stocker des données XML, ben, stocke les données dans des fichiers directement avec le oui, absolument. Là. Quelque part... parce que le but d'aller vers un support relationnel, c'est parce que c'est des données relationnelles qui nous intéressent. Là. C'est pas, on ne peut pas faire une base de données hiérarchique avec une base de données relationnelle. Des données relationnelles avec des index, parce que les fichiers XML, c'est encore des flat files. C'est pas indexé. C'est ça la grosse faiblesse. Les capacités ou la rapidité à interroger ces données-là, c'est pas toujours évident. Tandis que là, on a une petite base de données. Puis on dit petite base de données, Compact Edition, mais ta base de données peut monter jusqu'à... La grosseur de ton fichier peut aller jusqu'à 4 gigaoctets. Donc, on s'entend que le jour que tu as 4 gigaoctets, tu dis, je comprends pas, c'est un peu lent, ma base de données embarquée, c'est peut-être parce que ton besoin est de prendre autre chose qu'une base de données embarquée. On s'entend, là. C'est une limite théorique, là, 4 gigas, là. Mais tu vas pouvoir utiliser tes objets ADO, tes grilles, tu vas faire ton data bind comme tu le fais là. Pardon, avec SQL Server, la version complète. Là. Donc, à qui est dédié ce produit-là? Est-ce que c'est aux vendeurs qui partent le matin qui ont besoin du catalogue à jour? Ben, ce que tu peux faire, c'est un bon point, c'est que tu peux travailler en mode déconnecté. Puis là, ça m'amène à un autre point qui est le Local Database Cache. Donc, c'est une cache de données locales. Ça, c'est une autre fonctionnalité. Là, ça, c'est une autre fonctionnalité, oui. Puis, d'un sens, ça utilise aussi SQL Server Compact Edition.
comme Donc, base de en données plus, nous locale. fournir Compact Edition comme façon pour nous de pouvoir embarquer une base de données à même notre application. Pour le scénario qu'Éric parle, c'est-à-dire les gens, par exemple, veulent être capables de travailler offline, Microsoft nous offre une solution déjà toute pré-mâchée qui s'appelle Le Local Database Cache, c'est une Donc, une combinaison, c'est une combinaison de deux technologies. C'est une combinaison de SQL Server Compact Edition et c'est une combinaison de Sync Services, qui est une nouvelle technologie chez Microsoft. OK. OK? Donc, Sync Services et avec la combinaison de SQL Server Compact Edition te permet de créer une cache de données locales. C'est-à-dire que prenons l'exemple d'un représentant sur la route ou pour nos copains français, un commercial, nos commerciaux qui sont sur la route, sont au bureau le matin, par exemple, sont connectés au réseau, veulent synchroniser les données qu'il y a sur un serveur central sur leur serveur SQL Server Compact local. Donc, on ramène du serveur central des sur données. le portable, par exemple. Sur le portable, exactement. Et ensuite, on se déconnecte, puis on va sur la route, on rentre des données, on saisit des données, on modifie des enregistrements. Donc, tout ça se fait de façon locale. Par la suite, on revient au travail, on se branche sur les réseaux, puis on veut synchroniser les changements qui ont été apportés durant le temps qu'on était parti, donc sur le serveur central, mais aussi on veut pousser les changements que j'ai faits localement sur le serveur central. Donc, Sync Services va nous permettre de faire le lien, là, de faire la synchronisation de ces données-là. Là. C'était possible de le faire avec SQL Server et la réplication. OK? Mais là, c'est encore plus simple. Là. On peut le faire avec une base de données locale. Mais là, il n'y a pas de magie. Là. J'imagine qu'il faut que tu installes des choses du côté de ton serveur SQL pour activer ça, parce que le serveur SQL, par défaut, là, lui, il essaie pas de synchroniser des données avec des postes clients. Donc, ouais, en 2005, lorsqu'on crée un Local Database Cache, il y a un wizard qui va nous amener à faire des sélections donc sur notre source de données, sur notre serveur, quelle table qu'on veut synchroniser, quel champ dans cette table-là qu'on va synchroniser. Le code qui va être généré, ça va être du code de Sync Services qui va être généré pour nous. Mais il y a aussi un script SQL qui va être généré, qui va devoir être roulé du côté serveur. Puis là, on va rajouter des triggers, on va rajouter une table qui si on a une table, par exemple, employé, ça va être employé souligné Tombstone, là. Donc Tombstone. pierre tombale. La pierre tombale, ouais. C'est là que les employés vont mourir ou les clients vont mourir, non. OK, c'est parce que quand tu supprimes des quand tu supprimes ton enregistrement, s'il est disparu complètement, ben là tu vas avoir une trace là, okay. si tu veux le synchroniser par la suite là. Si tu utilises SQL Server 2005, oui, il y a des scripts, il y a une peu de modification qui doit être faite au niveau de ton serveur SQL. Si tu utilises par contre SQL Server 2008 intégré dans l'engin d'SQL Server 2008, toute cette partie de synchronisation-là va être built-in, va être déjà construite. La synchronisation, elle passe sur le port 1443 comme si on fait des requêtes SQL de base. Oh oui, absolument. Finalement, c'est un dataset là, qui se promène là, qui va contenir les différences. Là. OK. SQL Server Compact Edition et SQL Server Express, la grosse différence, c'est l'installation? La grosse différence, c'est qu'il y en a un qui roule in process et l'autre qui roule out process. Il y en a un qui roule dans le cadre de ton application, donc la Compact Edition. L'autre roule en étant à l'extérieur de ton application en tant que service. On s'entend que le Express, le marché cible, c'était pas pour les bases de données embarquées, c'est pour les hébergeurs de sites web, pour avoir quelque chose à offrir de comparable à la version open source. Ouais, mais souvent il y a des ISV qui mettent sur le marché des applications, puis
voulaient avoir une base de données, puis c'était leur seul choix là, d'avoir SQL Server, de faire installer SQL Server Express sur le poste du client. Là. Mais là, on installer un service, le poste client. Si t'es dans une large organisation, tu vas avoir beaucoup de monde qui vont faire comme faut que les gens de sécurité passent derrière pour vérifier. Oh, ouais. Et si ton produit est vendu sur les tablettes chez Future Shop et c'est grand-maman qui l'installe, peut-être que grand-maman va avoir de la misère à l'installer. Ouais. Mais parce que on s'entend que le scénario de base de la version Express, c'était vraiment pour les gens qui font de l'hébergement de sites web pour pouvoir vraiment activer une base de données gratuite sans avoir à payer. Ouais, pas juste des sites web, ça peut être une petite base de données d'un département, par exemple, le département des ressources humaines. Au lieu d'installer un gros serveur SQL puis de payer une grosse licence, ben tu peux installer cette version-là, puis si ça satisfait au niveau des besoins, c'est parfait, là. Puis ce qui est intéressant avec le CE, Compact Edition, c'est qu'on a une autre option possible qui est de littéralement dire, j'ai pas besoin qu'elle roule à part, out of process, je peux l'intégrer dans mon application. Oui, absolument. Donc l'embarquer. La différence entre 2005 en 2005, on va préciser. La différence entre Visual Studio 2005 et Visual Studio 2008 est la suivante. Dans 2005, tu vas pouvoir utiliser le SQL Server Compact Edition. Et les services de synchronisation. Sauf que tu n'auras pas les outils, le tooling, là, les interfaces, là, les wizards vont seulement se retrouver dans Visual Studio 2008. Donc 2008 fait en sorte que cette technologie-là devient un citoyen de première classe. Absolument. OK. Les gens qui font du développement pour justement les petits bidules mobiles, eux autres aussi c'était des citoyens de deuxième classe parce que fallait que tu installes un paquet de librairies, les outils. Donc là, est-ce qu'on va en faire des citoyens de première classe en faisant en sorte que ce soit facile pour eux autres de faire des applications mobiles? Ouais, pas juste des jeux qui roulent là-dessus. Oui, effectivement. En fait, au niveau du développement, le développement est à peu près le même, sauf qu'on a une nouvelle version du framework Compact. Là, on a .NET Compact Framework qui est maintenant la version 3.5. Le SDK qui est installé par défaut, c'est le SDK 5, Mobile 5 SDK. Par contre, on sait que la version 6 de Windows Mobile est disponible. On peut télécharger puis l'installer par la suite. Ce qui est vraiment intéressant, c'est plus au niveau des outils qui sont disponibles, soit avec Visual Studio ou avec le SDK. Donc, comme on focus sur les outils, il y a des choses qui sont intéressantes, là, comme le Device Emulator Manager, qui est un outil disponible par Visual Studio 2008, qui permet de gérer ton parc d'émulateurs, puis de lancer, de connecter, puis de déconnecter ton émulateur. Puis une chose qui est vraiment le fun maintenant, c'est qu'on peut, faire un cradle d'un émulateur avec le Mobility Center de Vista. Si on imagine, là, c'est quand par exemple, j'ai un appareil mobile, puis je le mets dans son socle. Ouais. Donc, quand je le mets dans son socle, Windows le détecte. Maintenant, je peux me connecter, synchroniser mes Outlook, mes courriels. Donc, l'émulateur va supporter ce mode-là pour que tu sois capable de valider ton application. Si ton application, elle fait sa synchronisation juste par le socle, justement. Exactement. Donc là, c'est beaucoup plus facile de pouvoir tester nos différentes applications. Il y a aussi un autre outil qui s'appelle le Device Security Manager qui permet de tester ou de pousser sur les émulateurs différents scénarios de sécurité. Donc, ça se peut qu'en entreprise, il ait décidé de limiter certaines fonctionnalités ou de sécuriser les appareils mobiles que les employés utilisent. Parce qu'on s'entend que le public cible pour ça, c'est les grandes organisations qui ont un parc de téléphones puis qui veulent se faire une application corporative. Puis eux, ils ont peut-être décidé pour des questions de sécurité que telle fonctionnalité n'est pas activée. Puis comment tester que ça marche bien ton application? Ben là, ton émulateur, tu vas pouvoir dire enlève-moi cette fonctionnalité-là, puis on va te savoir immédiatement dans l'émulateur si ce qu'on développe marche ou marche pas. Auparavant, là, tu étais obligé d'avoir un vrai appareil, là, un appareil physique avec toi pour pouvoir tester ça. Parce que le but de tout ça, c'est faire en sorte que tu n'aies pas besoin de t'acheter les 28 sortes d'appareils que tu utilises dans ta compagnie, puis d'être capable d'utiliser juste les émulateurs pour tester des applications. Exactement, ouais.
Puis dernière chose, ce qui est assez intéressante, il y a un émulateur de cellulaire. Donc, si ton application mobile réagit selon les appels qui sont reçus, comment tu peux tester ça si t'as pas un vrai appareil là, puis bon là ça peut coûter cher en téléphone et tout ça. Donc là il y a un émulateur d'ondes cellulaires là, finalement tu peux envoyer des messages, des SMS, tu peux simuler un appel. Donc c'est un peu comme si tu simulerais un peu un central de cellulaire pour faire que des appels arrivent sur ton émulateur de téléphone. Exactement. Donc okay. ça fait partie des outils, ouais. Est-ce que tu as vu dans la liste des devices supportés si BlackBerry faisait enfin partie de la liste? Ben non. Ça dépend de quel modèle de BlackBerry. Si ton BlackBerry supporte Windows Mobile, oui. Parce qu'il y a des third parties qui se vendent qui font que ton application .NET peut rouler sur des BlackBerry. Les BlackBerry, les anciennes générations. Non. Microsoft target le Windows Mobile. Dommage. Guy, oui. La formule habituelle, parce que là, on vient de faire le tour là, des nouveautés. Puis la formule habituelle, c'est qu'on demande justement à ton invité s'il a un site web, un livre qu'il veut recommander à nos auditeurs. Puis toi, tu m'as entendu souvent demander à nos auditeurs, mais tu n'as jamais la chance de pouvoir recommander quelque chose. Ah non, là, je suis vraiment pris au dépourvu, j'avais pas pensé à ça. Non. Il y a une chose que je peux vous recommander. C'est que Microsoft crée un espèce de toolkit de formation que moi j'ai utilisé dans le cadre de la formation que j'ai donnée là, pour Microsoft Canada. Et si vous allez sur le site de Microsoft ou dans votre engin de recherche préféré, on va mettre le lien sur la on page. va mettre le lien sur la page. C'est le Visual Studio 2008 Toolkit. OK. Training Toolkit, c'est un fichier qui est zippé là, qui fait à peu près 100 mégabytes, qui contient des présentations, des labs, des démos, en tout cas plein de choses intéressantes sur toutes les nouvelles technologies qu'il y a dans Visual Studio 2008. Beaucoup plus que ce qu'on vient de parler, parce que là, on a focusé seulement sur le tooling là, dans Visual Studio 2008. Mais ça parle de Link, des nouveautés des langages VB, C#, ça parle même de TFS. Donc, tout ça dans un download d'à peu près 100 mégabytes, et puis c'est totalement gratuit. Donc, juste à downloader puis installer tout ça. J'ai vu dans un newsgroup que ce training toolkit-là roulait seulement sur Vista. Non. Donc, c'est une légende urbaine. C'est une légende vraiment urbaine. C'est sur la page de download, c'est marqué que les prérequis, c'est Vista. Mais, comme le framework 3.5 peut rouler sur XP, il y a aucun problème à ce que ça roule sur C'est peut-être XP. parce que quelques labs qui tirent parti des nouveautés de Vista, puis là, ben, ces labs-là marcheraient pas si t'es sur XP. Je pense qu'il y en a un seulement. Ouais. C'est ça. Ouais. Ben Guy, on te remercie. Et nous, on va faire la pause parce qu'après ça, il faut faire les actualités. Avec qui on fait les actualités? Avec Guy. Les actualités avec Guy. Ben oui, c'est Guy, drôle. t'es tout à l'honneur ce soir, hein? C'est l'invité qui fait les actualités. Ça, c'est... Oui, hey, pas mal de choses. Pas mal de choses intéressantes, en fait, qui sont sorties dans les derniers jours. Le Service Pack 1 de Vista en mode Release Candidate est maintenant disponible en download grand public. Donc, si vous êtes courageux ou si vous êtes tanné que votre Vista, la performance anémique de votre Vista, vous pouvez télécharger le Service Pack 1 en version Release Candidate. Puis même chose aussi pour le Service Pack 3 de Windows XP. Donc, c'est disponible maintenant pour download pour tout le monde là, finalement. Guy, 2007,
Écoute, c'est la semaine des service packs. Microsoft, vous veulent toutes les sortir avant Noël. Parce que 2007 aussi, Office 2007, il y a un service pack. Le Service Pack d'Office 2007 vient de sortir, lui, en mode final, là. Donc, c'est pas un release candidate, là. C'est pas les deux précédents, c'est en mode release candidate. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça donne souvent le signal à beaucoup de grosses organisations. Il est temps maintenant de se penser sérieusement à déployer 2007 en entreprise. Ouais. Donc, le Service Pack de Office 2007 vient de sortir en espérant que ça solutionne certains problèmes de performance, notamment avec PowerPoint. Je sais pas si ça t'est arrivé, mais tu portes une présentation PowerPoint puis on dirait que, mon Dieu, PowerPoint, il pense pendant 30 secondes avant de la lancer. Mm-hmm. Ou Outlook, beaucoup de problèmes avec Outlook, surtout au niveau de la performance. Et fait à noter ici, c'est que ce Service Pack-là était planifié seulement pour la fin du premier quart 2008. Il arrive plus vite. Donc, c'est. Ça veut dire qu'il y a des gros clients qui ont déployé 2007 puis qu'ils autres, ils parlaient très fort à Microsoft, dire on a besoin d'une solution maintenant. Exactement. Dans un autre ordre d'idée, tout ce qui touche le Web 2.0, Astoria, donc... Astoria qui a été, on en a parlé à la dernière émission, Astoria qui a été renommé ADO.NET Data Services. Il y a maintenant un nouveau CTP qui vient de sortir, là, qui est compatible avec Visual Studio 2008. En deux mots, là, pour ça, nos auditeurs qui ne sauraient pas, à quoi ça sert ça, ADO.NET Data Services? Eh, mon Dieu, t'exposes ta base de données en tant que, je dirais, sur le web. Sur le web. Ouais, c'est sûr qu'on peut le faire là, directement avec SQL Server 2005, mais là ici là, on peut ça s'appuie là sur Link, ça s'appuie sur Entity Framework, ça bonifie un peu toutes Donc ces c'est pas juste d'exposer sur le web, c'est fournir aussi tout l'outillage et les modèles pour que ça soit facile de consommer ces données-là. Ouais, c'est vraiment génial. J'ai vu une présentation j'avais vu annoncer à la conférence Mix au printemps dernier. Mm-hmm. Je dis ouais, c'est intéressant. Puis je l'ai vu, j'ai vu une personne de l'équipe de produits qui l'a présenté à DevTeach à Vancouver il y a 2 semaines. Puis là, j'ai vraiment fait waouh, c'est vraiment intéressant là. Donc ça c'était surveillé. OK. Hey, Guy, moi, on a eu des longs échanges d'emails cette semaine parce qu'ils ont annoncé qu'il y aurait une conférence une conférence PDC. Ben oui, le PDC qui a été reporté, qui devait avoir lieu en 2007, mais qui a été reporté. Et c'est maintenant officiel, ça va avoir lieu au mois d'octobre 2008, du 27 au 30 octobre à Los Angeles. Donc, PDC, ça veut dire Professional Developer Conference. C'était habituellement, je dis c'était parce que à l'époque, un PDC, là, tu manquais pas ça parce que c'était là que Microsoft annonçait tout ce qui s'en vient dans leur vision future. Oui. Ça a un peu changé ces dernières années parce qu'on peut maintenant dire que la conférence mixte, c'est la place où est-ce que Microsoft annonce les nouveautés. Web. Donc, on sait plus trop à quoi sert le PDC. Ça va rester élucidé. Donc, on aura la chance de comprendre un peu plus la stratégie de Microsoft par rapport à ça. Mais c'est la conférence où, entre autres, tous les architectes allaient parce que c'est là qu'on pouvait se faire une tête sur la direction, les orientations de Microsoft pour le futur. Exactement. Mais tu vas pas là pour apprendre les technologies courantes, là. Non, ça parle pas de ça. C'est pour avoir la vision, là, de ce que Microsoft s'en va pour les 2 prochaines années, 2 ou 3 prochaines années. Donc, puis pour terminer, Guy. Microsoft a livré, un build de test de une technologie qui s'appelle Volta, que je pense que tu as regardé un petit peu, là, qu'est-ce que ça faisait? Oui. C'est bien intéressant, ça. Grosso modo, aujourd'hui, là, quand tu es dans Visual Studio puis que tu veux créer un projet, tu dois faire tout de suite ton choix de ta technologie de déploiement. C'est-à-dire que tu peux pas créer un projet en disant « Ah, je sais pas, ça va peut-être être une interface web, ça va peut-être être une interface Windows. » Quand tu crées ton projet, tu le décides. C'est Windows Form, puis là, tu vis avec les contrôles Windows Form, ou tu décides que tu fais un projet web, tu vis avec les contrôles web, puis si tu décides que tu fais, je sais pas moi, une librairie, tu fais un choix à ce niveau-là de déploiement. Puis, ce que veut Volta, c'est faire en sorte que tu sois capable de créer des projets sans avoir à faire ce choix de déploiement-là, puis donc de pouvoir, un coup que tu as défait ta programmation, pouvoir après
dire là, maintenant, je veux déployer dans un format web ou je veux déployer vers Windows. Donc, puis grosso modo, la technologie, ça vient de Microsoft Research. Ils vont faire à ce moment-là ce qu'on appelle du retargeting. Ils vont reprendre ton code. Tu développes tout mettons en .NET, mais ils vont reprendre ton code et la partie client, par exemple, ils pourraient la recibler et la reprogrammer en JavaScript pour toi, sans que tu aies besoin de rien de faire, puis ils vont te redonner le même comportement que ton application générique que tu avais développée initialement, qui était indépendante de la technologie de déploiement. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Ça semble un peu de la science-fiction. Ouais, hein. ouais, un petit peu, hein. Mais ça vient de Microsoft Research, donc c'est encore un peu science-fiction d'ailleurs. Il y a bien des choses qui sortent de Microsoft Research qui ont jamais atteint le grand public. Tout à fait. Mais on s'entend-tu que c'est peut-être la façon qu'on va développer des applications dans 5 ans, 10 ans d'ici. Ouais, On va ouais, trouver ça, on va se souvenir, on va dire, ah oui, tu souviens-tu dans le temps qu'il fallait décider si c'était Windows Form ou WPF ou Web, puis on va se dire, ah oui, tu sais, parce qu'on sait tous qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut se souvenir qu'on faisait des choses de certaines façons des années 80, puis aujourd'hui, on est juste content de plus faire ça comme ça. Ouais. Donc- Dernière nouvelle, on parlait à la dernière émission que Microsoft avait annoncé des extensions pour le framework 3.5 pour ASP.NET. Donc, il y a un CTP qui vient de sortir, c'est le ASP.NET 3.5 Extension CTP Preview. Donc, si je comprends bien, on nous montre que les nouvelles fonctionnalités qui vont se retrouver dans le framework 4.0 comme des extensions à 3.5. C'est un peu ça. Ben, C'est je dur sais pas à quoi dire, mais dire. en tout cas, tout ce que, écoute, ça fait 2 semaines que 2008 est sorti avec 3.5, 2 semaines après déjà des extensions. C'est ça, je disais au début de l'émission, c'est laissez-nous respirer au moins, en tout cas jusqu'à Noël. Oui, mais il y a des choses intéressantes que tu vas aimer, peut-être le modèle MVC pour ASP.NET. Oui. Non, je dis pas que ce qui est là est pas intéressant, c'est juste que, à un moment donné, il y en a beaucoup. Exactement. Mais ça fait partie de notre vécu de développeur. Il faut s'y faire, on n'a pas le choix. Il faut éliminer un peu de bruit. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'à tous les 3 ou 4 ans, la technologie se renouvelle complètement. Puis si tu tiens pas à jour, ça prend juste 4 ans, puis tu es complètement déphasé, puis tu peux plus charger des gros dollars comme consultant. C'est pour ça, venez au groupe d'utilisateurs. Ouais. On placote de technologie. Vous pouvez des fois durant la pause poser des questions, ou même à la fin, on va la plupart du temps grignoter, manger une croûte à la fin, donc c'est de jaser, poser des questions. Ça sert à ça, les groupes Puis d'utilisateurs. c'est plus le fun de le faire avec du monde. En tout cas, c'est plus social, plus intéressant que, tu sais, par exemple, moi, l'entraînement, je suis pas capable de faire ça, là, tu sais, aller pomper des push-ups tout seul dans les coins, là. Mais je vais faire ça avec ma gang de chums, qui est pas ma gang de chums du groupe utilisateur, là. C'est une autre gang de chums. On parle pas d'informatique entre eux autres. On parle d'autres sujets. Mais je le fais avec d'autres mondes parce que moi, je juste m'entraîner tout ça, je trouvais ça plate. Donc, pour les gens qui se disent, c'est un peu plate d'essayer de suivre toute cette technologie-là, venez dans un groupe d'utilisateurs, vous allez trouver d'autres mondes avec qui vous allez pouvoir au moins, même si vous trouvez ça un peu ardu, vous allez pouvoir au moins rire un peu. Puis en quand même- parlant du groupe d'utilisateurs au GUVSM, Ouais. ben là, on termine nos présentations de 2007, mais on recommence en grande en 2008. Ben oui, la première, on annonce déjà la Oh, première oui. émission, Oui, c'est... oui. Le 7 janvier, c'est notre ami Étienne Tremblay qui va nous parler des 10, ton top 10 des nouveautés de TFS, Team Foundation Server. Et Puis tout. puis après ça, c'est moi, hein. Après ça, c'est toi. Ouais, j'ai appris en arrivant pour l'enregistrement comme quoi c'était officiel. Donc, c'est le mardi, ça va être un mardi. C'est un mardi 29 janvier. Puis je vais parler de... Independent. Ça va être le fun. Ça. C'est pour ceux qui n'ont pas la chance de jeter un coup d'œil à ce nouvel outil-là, puis qui font du travail d'architecte, là. Si t'es un architecte, tu connais pas Independent, tu passes à côté de quelque chose de fondamental. C'est du DSA 29 janvier. Si vous êtes dans la région montréalaise, venez me voir. Vous allez sortir de là avec une compréhension de quelque chose, un nouvel outil qui va vous simplifier la vie. Depend, c'est des couches. Donc, Ndepend, c'est-tu des couches pour .NET? Oh boy. Depend dans ce temps-là veut dire dependency, ça veut par rapport avec les dépendances. Donc, on sait qu'un des problèmes classiques qu'on a à vivre, en tout cas en architecture, c'est de gérer les dépendances entre les composantes, par exemple, entre les espaces de name, entre les classes. Donc, comment on peut gérer ces dépendances-là? Surtout quand on a un projet un peu complexe, ça devient assez ardu. Donc, Independent, c'est un outil de fun pour ça. Donc, on va traiter de ça plus en profondeur.
Ben pour terminer, Eric, on veut te remercier encore une fois de t'être déplacé, d'être venu nous aider comme co-animateur. Ça fait plaisir. Puis ça peut sembler banal, dire tu sais, co-animateur va poser Mario pose 10 questions, le co-animateur en pose une. C'est un peu, je suis un peu cynique, mais c'est un peu comme ça trop souvent. Il faut que j'appelle à laisser plus de place. Mais ceci étant dit, les questions que le co-animateur pose sont souvent très importantes parce qu'ils viennent justement compléter puis donner Ils viennent surtout te remettre dans le sujet. Donc, merci, Eric, d'avoir ramené le sujet du show. Ben, écoute, toi aussi, tu vas présenter l'hiver prochain au groupe utilisateur. Ça va aller plus sur la fin de la saison. Puis c'est sûr que là, je vais essayer de te pousser dans le dos que tu viennes nous faire une autre émission au talk show. Là. On va séduler ça, là. Donc, Guy, on te remercie encore, toi aussi. Ben oui, puis joyeuses fêtes à tous nos auditeurs Oui. et auditrices. On parle de paix, d'amour. Puis de journées de repos qui sont Oui, dûment ouais, gagnées, ouais, donc ouais, on en ouais. profite. Puis, ben, on revoit nos auditeurs début janvier, parce que Mhm. là, nous, on va faire une trêve aussi. Là, on n'aura pas de deuxième émission dans le mois de décembre. Mhm. Puis, c'est ça. Donc, on va revenir la semaine du 10 dans ce bout-là. Là. En janvier. Ouais, début janvier. Là, 10 janvier, le 10, 11 dans ces dates-là. Sur ça, pas trop de code. Là. J'en vois pas un en train de programmer pendant Noël. Là. Écoute, faut prendre un break de temps en temps. Vous prendriez un petit verre à notre santé. Ouais, surtout, si tu as pris un petit verre, t'essaies de coder, ça fait pas un bon mix. Au revoir tout le monde. Bye bye. Je sais pas où je m'en vais avec ça. Tu sais, je suis là, je dis, pourquoi je raconte ça, là? C'est comme, oh, ok. Bon, attends, je vais reprendre ça. En disant que t'es directeur régional de Montréal, tu t'occupes du groupe Visual Studio depuis 13 ans. Je dirige la ville de Montréal. Non, t'es le directeur régional Microsoft pour la ville de Montréal. T'es directeur régional pour Microsoft pour la ville de Montréal, ce qui veut pas dire que tu travailles pour Microsoft, c'est directeur régional, c'est ça, non? Regional Director, ben oui. Ouais. Puis bon, lorsqu'on focus sur quelques technologies, ben on va les maîtriser, puis mon Dieu, où je vais aller avec ça? C'est une option, c'est vrai, donc Non, c'est la version 3 du framework, pas 3.5. pas 3 points. Ouais, 3. Mais là, attends, tu couperas toute cette partie-là. Blablabla. C'est Je sais dur pas à quoi dire, mais dire, en tout cas, tout ce que... Ouais, entre-temps, je dois monter mon arbre de vie. Ton arbre de vie. Ah, excuse, mon arbre de Noël. Ah! Ah, Ah oui, c'est vrai, c'est parce qu'à cause Oh. Donc, comment on termine l'émission? attends un petit peu. Visual Studio Talk Show.